Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où je parle des livres en cours de lecture ou de ceux que j'ai achevés durant la semaine. Cette semaine, par rapport à la semaine passée, pas grand-chose de nouveau. Oui, un livre nouveau et puis sinon la suite de lecture déjà entamée. Pas grand-chose non plus que j'ai terminé. J'ai terminé ce livre-là, Estive de Blaise Hoffmann. J'ai commencé donc un nouveau livre qui est Terra Alta de Javier Cercas. Je ne sais pas si je prononce l'espagnol correctement ici. Et puis sinon, j'ai poursuivi mes lectures que l'on peut voir ici sur une partie des piles, mais il y a aussi celle-ci. Celle-ci aussi un peu moins parce que finalement je me rends compte arrivé au terme de la semaine que ces livres-là qui sont toujours en cours de lecture sont restés au même endroit, à la même place que la semaine passée. Donc voilà, ce monde de mes livres en cours ou achevés est un monde varié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Alors, en parler un peu en vrac, voilà ce que j'essaye de faire, mais en essayant parfois de créer des liens entre les différents livres, et puis de parler de cette expérience de la lecture, de la partager avec ce qu'elle a de bancal parfois, ce qu'elle comporte d'interrogations, de moments d'enthousiasme ou de questionnement, et donc revenir sur les livres pour qu'ils gardent leur force pour aider à vivre, parce que c'est à ça que servent les livres, je crois. Alors, j'ai donc terminé Estive de Blaise Hoffmann, commençons par celui-là, un livre qui nous retrace donc tout un été, toute une estive, un été passé par l'auteur à, comme on le voit sur la couverture aussi, s'occuper de moutons, à faire attention aux moutons. Et ce qui est, à mon avis, vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il va au plus près de la vie quotidienne. Il décrit les choses assez simplement, tout en ayant des réflexions qui parfois sont assez subtiles sur ce monde de l'estive, des bergers, un monde en voie peut-être de disparition, et néanmoins qu'il y a quelque chose qui s'attache à notre monde de manière extrêmement forte. Et la fin du livre a quelque chose de nostalgique, c'est l'automne qui arrive, c'est la fin de l'estive, c'est la des Alpes, mais une des Alpes qui ne se fait plus, du moins pour les moutons, et souvent aussi pour les vaches, même s'il y a des traditions des Alpes qui sont plus folkloriques que réelles, ne se fait plus donc à pied, mais en camion. Et il y a, voilà, toujours cette nostalgie d'une sorte de monde un peu fantasmé, celui des bergers, celui de la montagne telle qu'on se l'imagine. Et en Suisse, cet imaginaire-là est extrêmement fort. Voilà, par exemple, un élément lié à ça. Du côté de l'Étiva, une dizaine d'irréductibles refusent d'abdiquer. Ils préfèrent faire cela en douceur sans tricher à l'ancienne, donc cela, là, des Alpes. Cela sert de prétexte à une fête, un incontournable du folklore alpin, une beuverie gargantuesque qui recrute ses fidèles loin à la ronde. Au programme, joueurs de cor des Alpes, yodeleurs, Guggenmusik, sonneurs de cloches
hormonane, macaroni à la crème, fabrication et dégustation de fromage, peinture sur bougie, marionnettes de bois et arrangements floraux, démonstration du club des lutteurs, lancer de pierres, catégorie hommes et femmes, estimation du poids du cochon, concours de vaches et démonstration de chiens de berger, une myriade de divertissements servis en amuse-gueule pour accompagner le plat de résistance, le défilé des troupeaux qui descendent sur Châteaudet. Voilà le folklore résumé avec une certaine ironie peut-être. Au fond, tout ça est assez attendu et figé. Des éclaireurs montés sur des quads jouent les escortes pour éviter les accidents. Tout d'un coup, on a un peu l'envers du décor qui est sans doute moins idyllique que ce qui nous est proposé comme spectacle en tête. Le vacher en tenue d'Armailly, le sourire jusque-là bien qu'un peu tendu, car les vaches s'emballent, car il y a beaucoup de monde, car il n'y est pas habitué, car une fausse manœuvre ferait bien rire les copains. Un commentateur enthousiaste annonce le nom du propriétaire, la provenance, la race et le nombre de bêtes. On applaudit. Les vaches prennent peur, le vacher se crispe. D'autres adultes déguisés en Armailly lui prêtent main forte et usent du bâton pour respecter l'espacement entre les bêtes. En queue de peloton, des enfants font de grandes enjambées. Leur timidité peine à dissimuler leur fierté. Au bord de la route, les mamans leur demandent de sourire et immortalisent la scène. 3 ou 4 troupeaux se succèdent ainsi dans l'euphorie générale. Au 5e, il se met à pleuvoir, les chemises blanches collent à la peau, les parapluies empêchent de voir, on applaudit encore. Lorsque le dernier troupeau traverse l'Étiva, l'orage est tel que tout le monde s'est réfugié dans la cantine. On est trop loin pour distinguer si c'est de la pluie ou des larmes qui coulent sur les joues de l'enfant trempé qui ferme la marche. Tout d'un coup, la fête a des relents de tristesse. Et notre berger doit rentrer. Les moutons au bercail, les chiens auprès de leur maître. Henri passera l'hiver à Châteaudet. Lily se réjouit du printemps. Michel logera chez un paysan à Châtel. Les militaires ne reviendront pas avant le mois d'avril. Dans la case du grenier, je descends en moi-même et mets de l'ordre. Tout est recouvert par une épaisse couche de fatigue, de celle qui ne date pas d'hier, de celle que l'on aurait tort d'appeler abattement ou lassitude, le silence, les mouches. Il ne manque que la neige pour m'endormir pour de bon et rêver, par couches successives, aux mois enroulés sous l'effet boule de neige. Ces mains calleuses sont les miennes. Le miroir me surprendra. J'ai bonne mine à jouer ainsi avec ma barbe. Mon identité vacille. Il n'y a plus rien à faire ici. Tout d'un coup arrive l'hiver. Il n'y a plus rien à faire. Estive n'est qu'une parenthèse. Sous ses congères, la vallée ne comptera pas les moutons. Et donc on referme cette parenthèse, comme Blaise Hoffmann a refermé la sienne, et on passe à d'autres lectures qui poussent à la réflexion ou à la rêverie ou à l'imagination. Alors, dans le cours de cette semaine, j'ai donc commencé un nouveau livre, Javier Cercas, Terra Alta, un roman policier, mais qui va au-delà, je crois, du roman policier ordinaire, même si le roman policier ordinaire, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une question redoutable, mais on
on fait deux histoires en une. En tout cas, dans le début de ce roman qui est en plus une trilogie, donc tout ça se passe en Espagne, dans la Terra Alta, un coin un peu paumé d'Espagne, alors que le personnage vit au départ, le personnage principal qui s'appelle Melchor, vit à Barcelone, et donc il se retrouve très loin de son origine. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'au fond, dans les 4 premiers chapitres que j'ai lus, on alterne entre deux histoires qui vont se rejoindre, parce qu'un des personnages, ce Melchor justement, est le même, et on découvre à la fois au départ un meurtre absolument sordide, agrémenté, non, le terme est absolument affreux, mais auquel on ajoute à ce meurtre de la torture sur un couple de personnes âgées qui sont propriétaires d'une usine qui fait vivre un peu toute la région de cette Terra Alta. Ce sont des gens très âgés, très riches, qui ont été torturés puis tués, on ne sait pas trop pourquoi, et donc la police évidemment est au cœur de cette histoire-là. Elle va essayer de trouver les coupables, avec donc ce Melchor, et puis ce Melchor qui est un policier, qui n'est pas le principal leader de la police de Terra Alta, mais qui débarque un peu dans ce coin-là. Eh bien, ce Melchor, on découvre son passé, et c'est pas un passé qui est celui qu'on attend d'un policier. Il est le fils d'une prostituée, et il a failli mal tourner, ou il a mal tourné à un moment donné, se retrouvant mêlé à des gangs de trafic de drogue, et se retrouvant surtout en prison. Et il y a des scènes que j'ai trouvées, pour l'instant, dans ce que j'ai lu, les meilleures du livre, qui sont celles qui se passent en prison où il va découvrir la lecture, il va découvrir la littérature. Il y a la venue d'un écrivain qui visiblement est mauvais, en tout cas qui est présenté comme tel, et puis il y a un autre détenu, un Français, qui a lui aussi écrit un livre où il raconte le meurtre qu'il a commis contre sa femme et l'amant de sa femme. Une histoire terrible, mais surtout, il découvre d'autres livres, et notamment Les Misérables de Victor Hugo. Et il y a à la fois donc un rôle essentiel de la littérature dans ce livre, qui va pousser notre personnage qui est en prison, qui est un peu paumé, à devenir peut-être un homme meilleur, et d'autant plus que Les Misérables de Victor Hugo, voilà le livre qui va le marquer. Et il s'identifie petit à petit à différents personnages. Mais il y a notamment cette venue d'un écrivain, et cette confrontation entre cet écrivain qui vient visiter la prison, et puis ce personnage appelé le Français, qui est un détenu. C'est seulement alors que Melchor vit le Français, qui observait la scène d'un air bourru, le torse étalé sur son bureau de bibliothécaire et une joue écrasée dans sa main droite. À peine visible derrière lui, un dénommé Morales s'efforçait d'attirer le regard de la critique littéraire en simulant une fellation avec la main et la bouche. Évidemment, il y a une femme dans ce milieu très masculin de la prison, ça suscite des réactions. Le directeur tenta de se tirer du pétrin dans lequel le romancier l'avait mis, en essayant d'établir, avec l'aide des éducateurs, un dialogue entre l'invité et les détenus, puisque l'écrivain qui était là pour parler de son livre finalement a dit « mais j'aimerais vous entendre, j'aimerais entendre la parole des prisonniers ». L'improvisation du directeur échoua et eut pour seul effet que les détenus profitent de la présence de l'écrivain pour renouveler en public, dans une série d'interventions croisées et décousues, et au milieu d'un tapage croissant, leurs protestations sur le fonctionnement de la prison et les plaintes sur leur situation personnelle déjà formulées d'innombrables fois en privé. L'événement était en train de se désagréger quand le Français,
leva poliment la main et le directeur s'empressa de faire taire le raffut. Très bien, dit-il, soulagé et essoufflé, sa chemise assombrie par de larges auréoles de sueur. On va enfin parler littérature. Se tournant vers le romancier, il montra le Français. Guy est notre bibliothécaire, un lecteur invétéré. Il est aussi écrivain, il vient de publier ses mémoires chez un grand éditeur français. N'est-ce pas, Guy? Je peux parler ou pas? Demanda le Français. Bien entendu, répondit le directeur sur un ton obséquieux. Le Français parcourut la bibliothèque du regard et un silence raisonnable s'y installa. Puis il prit la parole. Avant toute chose, j'aimerais remercier monsieur le romancier d'être venu nous rendre visite. Le romancier salua cet accueil d'un geste ironique. D'un geste ironiquement versaillais. Versaillais, comme si c'était le roi Soleil qui arrivait dans les cachots. Et je voulais lui dire aussi que je suis d'accord avec lui. Dans quel sens, Guy? L'encouragea le directeur. Le Français ignora la question. Cette semaine, j'ai lu les 2 romans que votre maison d'édition a eu la gentillesse de nous faire parvenir, continua-t-il en s'adressant désormais exclusivement aux romanciers. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Le premier, il s'intitule « Le repos des dieux », n'est-ce pas? Exact, confirma le directeur. C'est de la merde, trancha le Français. Le verdict suscita l'hilarité du public. À gauche du romancier, la critique littéraire se raidit mais ne perdit pas son sourire. Le directeur intervint de nouveau, effondré. « Guy, s'il te plaît. »« Non, » s'interposa le romancier en saisissant d'une main magnanime le bras du directeur, comme pour l'empêcher de couper la parole au Français, ce qui ne semblait pas être son intention. La liberté d'expression avant tout. Le Français attendit sans s'impatienter que la salle retrouve son calme. « Une vraie merde », répéta-t-il alors, en insistant sur chaque syllabe. « Voilà pour ce qui est du premier roman. Le deuxième, comment il s'appelle déjà ?» Méfiant, le romancier refusa de lui venir en aide, tout comme la critique littéraire et le directeur. « Peu importe, le deuxième est pire. »« C'est vrai, vous avez raison. Vos livres n'ont rien à apprendre à qui que ce soit, rien de rien, mais pas parce que vous êtes comme les autres, non, parce que vous êtes aussi mauvais que vos livres. Vous, monsieur le romancier, vous n'êtes qu'un putain de charlatan. » Et ça continue ce dialogue où finalement on veut amener avec une sorte de condescendance, de paternalisme, la culture littéraire chez les prisonniers, qui sont des incultes pour la plupart, sauf celui-là. Et donc ici, on a cette scène que j'ai beaucoup aimée, et ensuite, le personnage de Melchior, qui assiste à tout ça, qui est un jeune homme, quasiment encore un adolescent à ce moment-là, il va lui aussi apprécier ce moment-là, et va lire les mémoires de ce Français, puis Victor Hugo, Les Misérables, surtout. Il va s'identifier d'abord à Jean Valjean, mais surtout à Javert, le méchant, le policier, et devenir flic après la prison, et devenir flic surtout parce qu'il va se passer un événement dramatique, qui est la mort de sa mère, assassinée. Et donc, on se retrouve avec 2 affaires. L'affaire de ce couple de Terra Alta, qui est tué et sur laquelle doit enquêter Melchior, mais aussi la mort de sa mère sur laquelle il enquête, mais de manière un peu plus en douce. Il n'a pas le droit d'enquêter là-dessus, c'est une affaire qui n'a jamais abouti à grand-chose. Le meurtre d'une prostituée, c'est pas très important par rapport au meurtre de gens beaucoup plus riches et influent. Bref, on a 2 mystères à résoudre. On se demande vraiment, mais qu'est-ce qui relie tout ça? Alors, pour l'instant, je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai bien envie de continuer, que je continuerai de toute façon, à lire donc Terra Alta de Javier Cercas. Alors, parmi les autres livres qui m'ont occupé cette semaine, qui sont des suites, il y a
par exemple, les chroniques de San Francisco de Armistice Maupin, que je lis aussi. Là aussi, il s'agit d'une série de livres, comme ici chez Javier Cercas, on a une trilogie ici. Je crois que c'est même plus qu'une trilogie, mais j'en ai 3 chez moi que j'ai envie de poursuivre. Alors on est à San Francisco, comme on peut le voir sur la couverture, et on s'attache petit à petit aux personnages qui nous montrent cette ville dans les années 1970, ville où il y a beaucoup d'homosexuels qui vivent de manière beaucoup plus libre qu'ailleurs, où il y a aussi tout un monde à la fois de gens un peu paumés, un peu là pour essayer de refaire leur vie alors qu'ils viennent d'autres régions des États-Unis ou voire d'autres régions du monde. Il y a les gens peut-être plus installés qui sont présents aussi. On a une dame qui va faire une cure d'amaigrissement avec des stars. Elle se retrouve à côté d'un acteur célèbre, on ne sait pas trop qui, mais elle va justement perdre du poids pour séduire son mari qui l'a trompée, etc. Donc des histoires un peu à la, j'allais dire Santa Barbara ou ce genre de choses, mais quand même plus subtil qu'un feuilleton télévisé, parce que, mine de rien, tout d'un coup, des questions sociales et culturelles extrêmement problématiques ou extrêmement sensibles sont posées. La question de l'homosexualité et du rapport à l'homosexualité. Vous avez un personnage qui s'appelle Michael, qui est homo. Il y a ses parents qui viennent lui rendre visite, qui ne savent pas qu'il est homo, et le père qui va mettre les pieds dans le plat à tout bout de champ parce que les remarques homophobes sont extrêmement nombreuses. Ou alors, ce personnage de Didi, qui est cette femme qui, justement, a perdu du poids, qui se retrouve enceinte, mais enceinte de quelqu'un qui n'est pas son mari, et qui en plus est d'origine asiatique, je crois, donc s'il y a un enfant qui naît, ça risque de voir qu'il n'est pas de son mari qui est blanc, et donc on se retrouve là aussi avec une histoire un peu complexe, et la présence d'un gynécologue qui va la faire réfléchir, est-ce qu'elle avorte ou pas. Et il se trouve que ce gynécologue est lui-même homosexuel et a eu une aventure qui semble s'être achevée, mais on ne sait pas trop, avec le fameux Michael, même si ces personnages, donc ils sont dans un petit monde, mais qui essaiment sur d'autres mondes. On a des couples qui se forment, qui se défont, etc. Et on parcourt cette ville, des lieux peu décrits, mais toujours avec une impression d'être au présent. Michael finit par emmener ses parents au Cliff House, l'endroit le plus hétéro qui lui fût venu à l'esprit. Le restaurant se trouvait par ailleurs assez loin de la folie de Polk Street, pour que des sœurs à roulettes ne viennent plus agresser la cellule familiale. Parce que juste avant, des homos déguisés en bonnes sœurs avaient fait des remarques à Michael, qui avait fait un concours en slip, qui avait gagné d'ailleurs, mais justement ça, ses parents, c'est peut-être pas le genre de choses qu'ils sont prêts à entendre. Les sœurs, avait-il expliqué de manière aussi désinvolte que possible, étaient des amis un peu fous de Mona. Et oui, des hommes, des tantouses. Herb, donc Herb c'est le père, et la mère qui l'engueule quand même, du tantouze. La mère de Michael déposa sa fourchette et lança un regard furieux à son mari. Quoi voudrais-tu que... comment voudrais-tu que je les appelle? Ce n'est pas très poli, Herb. Pourquoi devrais-je me gêner? Il n'oserait pas venir me casser la gueule tout de même. Il éclata d'un rire rauque.
Donc tout d'un coup, cette présence de l'homophobie et ce rapport avec les parents qui devient plus ambigu. Alors les parents vont s'en aller, ils vont demander au fils: est-ce que tu pourrais pas venir nous rendre visite un peu plus souvent? Le fils, évidemment, dit: non, non, c'est pas possible, c'est trop cher, etc. Bref, toutes ces questions-là, ces questions de la vie quotidienne de gens multiples, mais les grands problèmes qui se posaient et qui se posent toujours sont présents dans ces chroniques de San Francisco de Armistead Maupin, que je vais donc continuer. Comme je continue d'autres choses, je continue le Donjon de Nahulbuck. Alors j'en ai lu le tome 15 de cette bande dessinée qui se passe sur la terre de Fang, donc là on est bien loin de la Californie. Terre moins aride, sans doute. Quoique dans certains endroits elle le soit, mais une terre peuplée d'elfes notamment. Et dans cette partie-là, on assiste à ce moment où les elfes se font attaquer par d'autres elfes, les elfes blancs contre les elfes noirs, ou des barbares aussi qui les attaquent, et où justement le barbare, qui est un des personnages de notre équipe d'aventuriers un peu de pieds nickelés, va entraîner les elfes au combat. Ils ne sont pas tout à fait prêts à ça, et en même temps, ça va être très pratique d'utiliser des elfes pour faire tourner un moulin, et ça plaira beaucoup aux nains parce que ça va permettre de faire de la farine. Donc on voit bien qu'il y a un certain délire dans cette histoire-là. Et puis on va ensuite essayer de trouver le moyen de régler les problèmes diplomatiques. On se rend dans une tour, semble-t-il, abandonnée, mais qui est peuplée par des orques hippies qui ont un côté San Francisco années 70, qui sont peace and love, mais qui vont se faire quand même complètement dézinguer. Bref, tout ça est délirant au possible. Et est-ce qu'on va éviter le combat? Ça se termine pas de manière très pacifique, ce tome 15. Et le conseil de Suak se continuera au tome 16, qui se trouve dans la pile de ce que j'ai encore à lire. Donc je vais là aussi me précipiter pour lire la suite, malgré le fait que je veux me précipiter partout en même temps, donc ce qui rend la lecture plus compliquée. Et il y a encore d'autres livres dont je vais parler. Alors il y a des livres que je continue, et puis qui sont évidemment lus par toute petite dose, et puis d'autres que je lis avec plus d'attention. J'ai oublié de le prendre dans ma pile, mais il y a toujours d'Herborance de Ramu que je parcours et que je continue. Et puis il y a dans les petites choses du Bellay à Rome, les antiquités de Rome, où je lis de temps en temps un poème. J'en ai lu qu'un cette semaine, et je vais le relire là, avec cette obsession de Rome qui déçoit. Rome n'est plus Rome. Rome, nouveau venu, qui cherche Rome en Rome, et rien de Rome en Rome n'aperçoit. Là, cette allitération du R qui montre déjà ce regret. Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, et ces vieux murs, c'est ce que Rome en nomme. On sent la déception. Vois quel orgueil, quelle ruine, et comme celle qui mit le monde sous ses lois, pour dompter tout se dompta quelquefois, et devint proie au temps qui tout consomme. Proie au temps qui tout consomme. Rome de Rome est le seul monument, et Rome a vaincu seulement. Le Tibre seul, qui vers la mer s'enfuit, reste de Rome, ô mondaine inconstance. Ce qui est ferme est par le temps détruit, et ce qui fuit au temps fait résistance.
on sent dans ces antiquités de Rome déjà les regrets, c'est le recueil suivant, mais déjà cette Rome qui déplaît, cette Rome du poème que généralement on connaît de Du Bellay, les fronts audacieux des palais romains dans Heureux qui comme Ulysse, ben là on a déjà ce Rome, ce nom de ville qui en lui-même est déceptif, décevant. Et cette plongée dans des œuvres plus anciennes me renvoie à quelque chose d'assez particulier que je suis en train de lire dans cette Pléiade d'Albert Camus, qui est, alors ça se trouve dans les compléments, donc c'est la Pléiade Essai de Camus, qui regroupe donc tout ce qui est de l'ordre de l'essai philosophique, essai politique, etc. Et là, on est dans un essai philosophique, c'est son diplôme d'études supérieures. Entre Plotin et Saint-Augustin, donc une étude sur Plotin, donc philosophe néo-platonicien, et Saint-Augustin, un des pères de l'Église, intitulée aussi cette étude métaphysique chrétienne et néo-platonisme, ce qui évidemment nous renvoie à des questions assez complexes, et je dois dire que je ne me sens pas spécialement concerné par ces questions-là. Ce qui intéresse Camus, et qui sans doute, et ça on y reviendra, parce que je vais continuer cette Pléiade Camus, on y reviendra plus tard, mais c'est cette transition entre le monde grec, le monde ancien, et le monde chrétien, le monde dans lequel vit encore Albert Camus, qui rejette la pensée chrétienne, mais qui voit bien qu'il y a quelque chose là qui se joue entre, d'un côté, le logos, la logique, la réflexion, la raison des Grecs, et le sentiment, l'être au monde, l'incarnation chrétienne. Et comment articuler ceci ? Ça se joue justement entre Plotin et Saint-Augustin. Saint-Augustin qui, au fond, fait advenir vraiment la pensée chrétienne. Et la dégage en grande partie de cette réflexion métaphysique qui est au cœur de pensées comme celle de Plotin, de Platon, hein, ces noms qui se ressemblent, qui justement alors, vont dans des choses extrêmement abstraites, alors que chez Saint-Augustin, il y a, me semble-t-il, et semble-t-il à Camus surtout, quelque chose de plus viscéral. Et surtout une foi qui est posée d'emblée. Il y a d'abord on croit en Dieu, et puis ensuite on réfléchit. Alors que peut-être que la pensée grecque va dans l'autre sens. Voilà. Alors, ça, c'est une pensée qui, au fond, permet peut-être, mais à voir après, permet peut-être de passer à Camus, comment lui, ensuite, à partir de cette réflexion-là, assez scolaire, sur Plotin, Platon, Saint-Augustin, les Grecs, les chrétiens, va lui-même élaborer une pensée où il y a cette tension qui est encore présente sans doute. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ces questions-là de rapport à la religion sont aussi présentes dans Montaigne. J'ai lu à haute voix, puisque c'est ce que je me suis imposé, un essai de Montaigne, de la liberté de conscience, où justement il se pose lui en conservateur, hein, quelqu'un qui finalement dit mais qu'il vaut mieux garder la croyance du lieu, du prince, et que finalement il est peut-être plus sage de ne pas trop se mêler d'une réflexion qui remettrait en cause la doctrine, même s'il le fait dans d'autres
essais dans l'apologie de Raymond de Sebonde en particulier. Donc il y a des tensions ici qui sont extrêmement présentes, tensions qui sont celles de la société de son époque, hein, société de guerre civile. On est en plein dans les guerres civiles au moment où Montaigne s'exprime. Et bon, je vais continuer aussi à parcourir Montaigne. Le prochain, nous ne goûtons rien de pur. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine, comme ce sera aussi pour la semaine prochaine que j'évoquerai ces 2 livres-là, que je n'ai pas encore terminé et que je n'ai pas ouvert cette semaine. Hélas, parce que les 2 m'intéressent beaucoup, mais bon, j'ai été occupé dans d'autres choses, j'ai été beaucoup occupé dans Armistice Maupin, dans Javier Cercas, dans Camus cette semaine, et donc Coulée brune de Olivier Manoni sur comment le fascisme inonde notre langue, ça je vais y revenir, et puis ce Coltiner grandir de Mylène Tournier, je vais absolument le terminer d'ici peu, ça je me fais un plaisir de le poursuivre, même si là, bon, il est resté un peu de côté. Voilà, c'était les réflexions que je pouvais faire sur ces piles de livres que je peine à porter toutes ensemble. La voilà, la pile. Enfin non, la voilà pas complètement parce que il y a quand même mon fameux donjon de Naheulbeuk qui est toujours là. Et la semaine prochaine, est-ce que la pile sera moins grande? Sans doute, enfin on se débarrassera d'un livre, puisqu'on ne reparlera plus, du moins pour l'instant, de Estive de Blaise Hoffmann. Par contre, tous les autres, je pense qu'on en reparlera. Et il y aura peut-être des nouveautés, on verra bien. Voilà, au revoir.